un communiqué publié par l'équipe juridique du président Trump a fait la une des journaux. Les réactions sur Twitter remettent en question le motif de cette décision. Selon le communiqué, l'ancien procureur fédéral Sidney Powell ne fait pas partie de l'équipe juridique du président. L'information publiée dimanche indique que Sidney Powell pratique le droit de son propre chef. Elle n'est pas membre de l'équipe juridique de Trump. Elle n'est pas non plus l'avocate du président à titre personnel. La déclaration a été signée par Rudy Giuliani, avocat personnel du président Trump, et Jenna Ellis, conseillère juridique principale et avocate du président pour la campagne. Un autre avocat de la campagne, Lin Wood, a commenté la déclaration sur Twitter. Il a écrit « Sidney Powell et moi, nous nous ressemblons plus que nous ne sommes différents. Nous menons des batailles juridiques différentes pour les mêmes clients, à savoir pour le peuple qui a voté à une écrasante majorité pour la réélection de Donald Trump. Tous les intérêts sont alignés. » Dans une autre déclaration publiée peu après, il a ajouté « Il n'y a pas de coïncidence, tout est planifié. » Il a encouragé les partisans de Trump à garder la foi. L'ancien responsable de l'administration Trump, le général Michael Flynn, a déclaré que Powell maintient le cap pour prouver la fraude électorale massive et délibérée. Powell a déclaré que les systèmes de vote électronique utilisés lors de l'élection de 2020 ont fait basculer les votes du président Trump vers ceux de Joe Biden. Et Sidney Powell a elle-même confirmé qu'elle ne fait pas partie de l'équipe juridique de Trump. Dans un communiqué, elle a indiqué que son but est toujours de dénoncer la fraude électorale autant que possible et de laisser les puces retomber, que ce soit des républicains ou des démocrates. Elle a dit qu'elle prévoyait d'intenter un procès cette semaine et a déclaré « Ce sera historique ». Et à Phoenix, en Arizona, des centaines de partisans de Trump se sont réunis le 21 novembre pour défendre l'intégrité des élections. À Phoenix, en Arizona, des habitants ont chanté l'hymne national samedi pour donner le coup d'envoi d'un rassemblement pacifique. Un homme d'affaires du Mississippi et partisan de Trump, Buddy Hall, a dépensé plus d'1 million de dollars dans un bus de campagne non officiel pour la réélection de Trump. Honnêtement, je n'ai jamais voté de ma vie. J'ai toujours pensé que les démocrates étaient comme les Dallas Cowboys et les Pittsburgh Steelers. Nous sommes tous américains, nous nous aimons tous. Mais après avoir vu les incendies d'immeubles, les meurtres, la corruption de la police, tous ces trucs de fous, une autre raison pour laquelle je n'ai jamais voté, c'est que je me suis dit que mon vote ne changerait rien. Ils ne vont probablement pas faire ce qu'ils promettent de faire. Alors, pourquoi me faire perdre mon temps ? J'ai donc essayé de faire une différence et j'ai acheté le bus pour soutenir notre président et traverser le pays avec. L'organisatrice du rassemblement dit qu'elle a été motivée par le présent et le passé. Je crois sincèrement dans notre Constitution, dans la Déclaration d'indépendance ainsi que dans la Bible, qui sont les documents les plus sacrés. Cela montre simplement qu'il suffit d'un petit nombre de personnes compétentes et saines d'esprit pour véritablement faire changer et transformer une nation. Nous avons enfin un président avec une colonne vertébrale absolument solide. Il n'a pas peur de dire ce qu'il veut dire. Il dénonce les fausses nouvelles. Il s'oppose à la traite des êtres humains. Il a signé l'acte de 1776 pour rétablir l'enseignement du patriotisme dans nos écoles. Il défend les droits constitutionnels. Il ne prend même pas son salaire. Je soutiens Trump pour 1 million d'autres raisons, parce que c'est enfin quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Elle pense que Trump a gagné les élections, mais qu'on lui a aussi volé par la suite. Cependant, elle ne se décourage pas. Je pense que c'est une bonne chose, car enfin l'Amérique peut voir le bourbier et la fraude qui s'y trouvent. Kip Gates est venu pour une autre raison. Je suis chrétien, et mes ancêtres étaient des cow-boys. Je crois que tout ce que ce monsieur fait, il le fait du fond du cœur. Je suis ici parce que je veux me tenir debout et montrer aux gens que Dieu est le premier, que le pays a besoin de Dieu et de gens comme le président Trump pour les diriger, pour les amener à rendre l'Amérique à nouveau grande. Il a souhaité transmettre un message personnel au président Trump. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un homme. Vous êtes une grande figure pour ce pays et je vous soutiens à 150%. Je vais sceller mon cheval et galoper jusqu'au coucher du soleil juste pour vous. Un nouveau groupe est en train de percer au Congrès. Plusieurs représentants républicains élus, dont les familles ont fui des pays socialistes, forment un groupe appelé Force de la Liberté. Leur but, lutter contre le socialisme et rivaliser avec la brigade démocrate.
Les représentants démocrates Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib et Ayanna Pressley se sont fait connaître sous le nom de Brigade socialiste pour leur programme progressiste commun. Les 4 députés ont soutenu le mouvement Stop au financement de la police, la santé pour tous, l'enseignement universitaire gratuit, le nouveau contrat vert et d'autres politiques socialistes. Mais maintenant, une nouvelle équipe entre en lice. Selon le New York Post, la députée républicaine Nicole Malliotakis a déclaré « Nous devons former notre propre équipe. Nous avons un groupe de nouveaux républicains qui aiment l'Amérique. Nous apprécions la liberté et les potentialités. » Malliotakis, dont la famille du côté maternel a fui Cuba, sera la seule républicaine de la délégation du Congrès de New York en janvier prochain. Elle est soutenue par 3 membres du Congrès républicain nouvellement élus, dont Carlos Jiménez, Maria Elvira Salazar et Victoria Spartz. Victoria Spartz a grandi dans la République socialiste soviétique d'Ukraine et y a vécu pendant 42 ans. Elle se dit très triste de voir ce qui se passe aux États-Unis. Les résultats des élections montrent que les républicains ont remporté 8 sièges supplémentaires à la Chambre, 7 qui étaient au Parti démocrate et un d'un autre parti. Le Parti démocrate devrait conserver sa majorité à la Chambre avec une marge étroite. Selon les données actuelles, le président Trump a obtenu le plus grand nombre de voix de tous les présidents en exercice cherchant à se faire réélire. Il a également battu le record établi par l'ancien président Barack Obama en 2008, celui du plus grand nombre de voix reçues par un candidat à la présidence. Le bilan du président Trump est de 73 millions de votes, soit 10 millions de plus que lors de sa dernière candidature à la présidence, selon les données actuelles. Le président a réalisé des progrès significatifs, quelle que soit l'origine ethnique des électeurs, en obtenant des résultats particulièrement bons auprès des minorités. Selon le sondage Edison Research réalisé à la sortie des élections générales de 2016, seuls 8% des électeurs noirs américains avaient choisi Trump plutôt que Clinton. Le même sondage montre que les électeurs noirs de Trump représentent 12% cette année, soit une augmentation de 50%. Pour les hommes et les femmes noires, il y a eu des progrès importants. 19% des hommes noirs ont voté pour Trump en 2020 contre 13% en 2016. Seulement 4% des femmes noires ont choisi Trump plutôt qu'Hillary Clinton en 2016, mais ce chiffre a plus que doublé pour atteindre 9% cette année. Parmi les 40 comtés américains à prédominance noire, Trump a reçu 8% de votes de plus qu'il y a 4 ans. La performance de Trump auprès des électeurs hispaniques dans les principaux États clés est encore plus remarquable. Selon l'analyse du New York Times basée sur le National Election Pool d'Edison Research, les votes de Trump dans les 47 comtés à majorité hispanique du pays ont augmenté de 37% entre 2016 et 2020. Dans les 32 grands comtés américains où il y a le plus de minorités, Trump a reçu 30% de votes de plus qu'en 2016. L'un des plus grands succès électoraux du président Trump a été enregistré dans le comté de Miami-Dade en Floride, où au moins 200 000 personnes de plus ont voté pour Trump par rapport à il y a 4 ans. Le comté abrite une importante population d'Américains d'origine cubaine, dont beaucoup sont d'accord avec la position ferme du président sur le socialisme et le régime communiste cubain. Les votes de Trump en Floride sont passés de 49% en 2016 à 51,2% en 2020, doublant ainsi sa marge de victoire. La popularité croissante de Trump auprès des électeurs hispaniques est tout aussi importante dans le sud du Texas, dans les comtés traditionnellement démocrates limitrophes du Mexique. Le comté de Zapata, par exemple, où près de 95% de la population est hispanique, on a voté pour Trump à 52% contre 47% pour Biden, bien que le comté ait plus voté pour Hillary Clinton en 2016. Parmi les Américains d'origine asiatique, les électeurs de la catégorie Trump ont également augmenté de façon notable, passant de 27% en 2016 à 34% cette année. Le message anticommuniste de Trump a également trouvé un écho auprès de nombreuses communautés d'immigrants qui ont souffert sous les régimes communistes en Asie. Au total, 26% des électeurs non blancs ont voté cette année pour le président Trump, contre 21% en 2016. Le président a donc bien élargi sa base. La campagne du président Trump vient d'obtenir une victoire juridique en Pennsylvanie. La Cour d'appel du 3e circuit a accordé une révision accélérée de leur appel. D'après l'ordonnance, la motion d'urgence accélérée demandée par Trump est accordée sur instruction du tribunal. Les plaignants devaient déposer leur dossier lundi avant 16 h et la partie contre laquelle le recours est formé doit déposer ses dossiers au plus tard mardi à 16 h. L'ordonnance stipule que la Cour indiquera si une plaidoirie orale est souhaitée. Cette décision intervient après que le juge Matthew Brann du tribunal de district avait rejeté la plainte de Trump, déclarant notamment que les plaignants n'avaient pas qualité pour introduire la plainte. L'équipe de Trump a
a fait valoir que les électeurs des circonscriptions républicaines étaient traités de manière inégale par rapport à ceux des circonscriptions contrôlées par les démocrates. Ils affirment que les électeurs des circonscriptions démocrates ont eu la possibilité de rectifier leur bulletin de vote par correspondance après l'envoi, alors que ceux des circonscriptions contrôlées par les républicains n'ont pas eu cette possibilité. Le juge Brand a affirmé qu'aucune des circonscriptions incriminées n'a reçu, examiné ou rejeté des bulletins de vote des plaignants individuels, et même en supposant que les circonscriptions incriminées aient permis à des électeurs de rectifier leurs bulletins, cela ne suffit pas à donner aux plaignants la qualité d'agir pour contester le rejet de leur vote. Trump a critiqué le juge Brand pour avoir agi de manière partisane et son équipe juridique a déposé un appel dimanche, ce qui a permis cette révision accélérée. Les 67 circonscriptions de Pennsylvanie devaient certifier leurs résultats électoraux avant lundi soir, puis les envoyer aux responsables des élections de l'État. 4 circonscriptions sont susceptibles de ne pas respecter la date limite, comme le comté de Schuylkill, dont les responsables affirment qu'ils termineront leurs travaux un jour après la date limite. Ces retards ne devraient pas influencer le résultat du processus de certification à l'échelle de l'État. Le 21 novembre, un groupe de républicains a également poursuivi la Pennsylvanie pour bloquer la certification des résultats. Ils font valoir que la loi numéro 77, une loi qui a rendu légal le vote par correspondance sans excuse en Pennsylvanie, viole la constitution de l'État de Keystone. Vers 17h lundi, les responsables de l'État du Michigan ont certifié les résultats des élections, donnant les 16 voix électorales de l'État à Joe Biden, ceci malgré le fait que, selon l'un des avocats du président Trump, le corps législatif de l'État du Michigan tiendra cette semaine des audiences sur les irrégularités électorales et les rapports de fraude présumés. Pour l'équipe de Trump, cette certification est juste une procédure et ils vont poursuivre le combat. Le secrétaire d'État de Géorgie a certifié le recomptage de l'État la semaine dernière, mais certains disent que les procédures des fonctionnaires de l'État et des comtés soulèvent des questions. Une observatrice du scrutin nous a fait part d'activités suspectes qu'elle a vues dans le comté de Gwinnett la veille de la date d'échéance. Et un militant nous explique pourquoi le recomptage a en fait conduit à moins de transparence au lieu de plus de transparence. Pendant le recomptage en Géorgie, le bureau électoral du comté de Gwinnett a semblé favoriser un environnement transparent en autorisant les observateurs et des journalistes à circuler à leur guise. Mais une observatrice des élections nous dit que de nombreux détails subtils ont pu compromettre la sécurité du recomptage. Par exemple, les urnes étaient censées être sécurisées par des liens autobloquants. J'ai vu plusieurs fois des enquêteurs ou des bénévoles prendre des ciseaux et couper les liens. Je me tenais juste à côté d'eux. Et elle explique que les fonctionnaires ont dit qu'il n'y avait pas de tableur ou de registre pour garder une trace des totaux de chaque urne, seulement des post-it à l'intérieur de chaque boîte sur laquelle étaient inscrits les totaux. Un autre exemple est celui des ordinateurs de saisie de données dont les informations de connexion étaient écrites sur des post-it accessibles à tous. Et l'incertitude s'est accrue le dernier jour. Selon elle, le travail a commencé vers 14h lorsque le comptage semblait se terminer, puis vers 17h, 2 inconnus sont entrés. Nous ne les avions pas vus de toute la semaine. J'ai finalement demandé à la directrice et elle m'a dit qu'ils étaient de l'entreprise Arlo qui gère le système de saisie. Elle est ensuite partie avec eux, ils sont tous montés dans une voiture qui est repartie. Elle dit qu'ils sont revenus plus tard et vers 20h, toutes les lumières se sont éteintes et les personnes chargées de la saisie des données ont dû arrêter. Ça a duré environ 1 heure et les gens n'arrêtaient pas de dire que ça arrivait tout le temps. Et je dis la vérité, j'étais présente pendant 5 jours et cela ne s'est jamais produit. Et à 23h55, l'une des responsables du scrutin est entrée et tous ceux qui travaillaient ont commencé à applaudir. Elle a secoué la tête et elle a pris un lot de bulletins parce qu'ils avaient perdu tout un quartier. Les fonctionnaires ont ensuite renvoyé tout le monde chez eux et ils étaient censés revenir à 7h le lendemain matin, mais on leur a dit de ne pas revenir. Les responsables du comté de Gwinnett ont indiqué qu'ils n'avaient pas trouvé de bulletins non comptés, mais qu'il y avait une différence de près de 2000 entre le nombre de bulletins recomptés et les résultats certifiés. Rien que pour le comté de Gwinnett, Trump a eu une augmentation de 948 votes et Biden de 663. Mais les responsables des comtés ont été priés de ne pas inclure ces comptages supplémentaires dans les résultats certifiés de l'État.
Dans cette lettre envoyée aux responsables des élections, le 16 novembre, on peut lire « Notre bureau a conclu que les résultats originaux du système de vote de Dominion le jour de l'élection et après devraient être les résultats que votre comté certifie. Bien que l'audit de limitation des risques puisse montrer de légers changements dans les totaux, ces changements ne sont pas les résultats certifiés. La lettre précise que la seule exception à cette règle est lorsqu'un comté trouve des bulletins de vote qui n'ont pas été comptés ou téléchargés lors du comptage initial de la nuit des élections. J'ai appelé les bureaux de vote et j'ai eu des volontaires qui ont aussi appelé dans tout l'État. J'en ai posté un sur mon Twitter. Vos chiffres étaient-ils exactement les mêmes? Non. Lesquels seront comptés comme les chiffres officiels? Les chiffres de la nuit des élections. Pourquoi? Vous devrez demander à l'État, parce que moi je ne sais pas. Alors comment croire aux résultats quand ils ne sont pas précisés? Avec une différence d'environ 12 000 voix seulement entre Trump et Biden, une question se pose. Si plusieurs circonscriptions trouvaient une augmentation du nombre de voix lors de leurs audits, comme le comté de Gwinnett, ces chiffres pourraient-ils être additionnés et modifier les résultats de l'État? Le Congrès devra totaliser les résultats certifiés par chaque État, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent les accepter. Au moins un membre du Congrès a déclaré qu'il rejetterait les résultats de tout État dans lequel il n'a pas confiance. Plus de précisions avec un politologue qui dit que c'est une possibilité, mais qui peut être contestée. Le membre républicain du Congrès de l'Alabama, Mo Brooks, a déclaré qu'il rejetterait les résultats potentiellement frauduleux lorsque le Congrès votera pour le président en janvier. En d'autres termes, quels que soient les résultats obtenus après la fin des poursuites engagées par l'équipe de campagne de Trump, le Congrès a toujours la possibilité d'accepter ou de rejeter ces résultats. Selon le professeur de sciences politiques Nicolas Giordano, c'est une possibilité mais qui ne doit pas être prise à la légère. Eh bien, c'est vrai dans une certaine mesure, parce que lorsque vous lisez la Constitution, lorsque vous lisez l'article 2, section 1, c'est en fait vague. Il est dit que le Congrès déterminera la liste des électeurs lorsqu'ils verront ces votes et les certifiera. Donc techniquement, si le Congrès constate qu'il y a eu une fraude avérée dans un État particulier, il peut en fait dire que les électeurs de ces États ont été disqualifiés. Il a également déclaré que les États pouvaient contester cette décision devant les tribunaux. Mais si elle est lue et interprétée telle qu'elle, il dit que la Constitution donne au Congrès ce pouvoir d'accepter ou de refuser les votes certifiés des États. En 2017, les membres démocrates de la Chambre des représentants ont tenté de réfuter les résultats obtenus par Trump dans les États. Mais ils ont échoué parce que les membres du Sénat s'y sont opposés en ne signant pas les lettres d'objection des démocrates, bloquant ainsi les soutiens permettant de contester correctement les résultats d'un État.